21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz, déclare que l'Afrique aspire à occuper la place qui lui sied sur la scène internationale. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ont été ouverts ce mercredi à New York en présence du président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'approbation des instruments juridiques de l'Union africaine. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a dans un discours prononcé au nom du continent devant l'Assemblée générale des Nations Unies édifié l'assistance et à travers elle le monde entier sur les réalisations accomplies par l'Afrique sur la voie du progrès et du développement. Synthèse du discours du président de la République avec Yadel Fall. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a dans son discours prononcé au nom du continent africain devant l'Assemblée générale des Nations Unies édifié l'assistance et à travers elle le monde sur les réalisations accomplies par l'Afrique sur la voie du progrès et du développement. Le chef de l'État a relevé ce dont souffre le nouveau continent et ce qu'il attend de la communauté internationale ainsi que la contribution à laquelle il aspire dans la gestion de la situation actuelle de l'humanité et la conception de son avenir. En un mot, l'Afrique aspire à occuper la place qui lui sied sur la scène internationale au regard de tous ses attributs. La tribune de l'Assemblée générale est le lieu privilégié, a dit le président de la République, de discuter des grandes questions internationales qui touchent à la vie des nations et des peuples et parvenir à une vision globale permettant de proposer des solutions efficientes des problèmes internationaux et à répondre aux attentes des populations. La réalisation de la sécurité alimentaire a poursuivi M. Mohamed Ould Abdel Aziz et le développement de l'agro-industrie ainsi que la lutte contre la pauvreté en milieu rural constituent des objectifs fondamentaux pour l'Union africaine. C'est pourquoi le secteur agricole et celui de l'élevage ont bénéficié d'une attention particulière dans les sommets africains qui se sont succédés. Ainsi, 2014 a été décrété année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire sur notre continent, a dit le chef de l'État. L'agriculture, a précisé le président Mohamed Ould Abdel Aziz, emploie en effet 60% des forces laborieuses et représente le tiers des produits intérieurs bruts au niveau du continent. Dans ce cadre, le sommet africain a recommandé de consacrer 10% des budgets des pays à la promotion de l'agriculture. De même, consciente de l'importance de la sécurité alimentaire, les gouvernements africains ont adopté de sages politiques de développement devant assurer le décollage de ce secteur vital. Ces politiques ont porté fruit et certains pays africains ont pu réaliser leur autosuffisance dans de nombreux produits agricoles, a souligné le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz. Nous nous attendons en Afrique à une coopération fructueuse permettant l'ouverture des marchés internationaux devant nos produits agricoles et d'aider à développer nos capacités dans les domaines de la recherche agricole et de nous offrir les technologies de pointe ainsi que les techniques de préservation de l'environnement. En 2000, lorsque les OMD ont été adoptés, notre continent n'avait pas alors une vision commune sur les grandes questions liées au développement. En dépit de cela, nous avons œuvré à réaliser ces objectifs et aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix et s'attelle à réaliser son développement et à se transformer en un espace fort débarrassé de toutes les pandémies et autres guerres et conflits et où prévaut la justice, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. L'apparition inattendue du virus de l'Ebola constitue un défi sérieux et un danger majeur en raison de la rapidité de sa propagation, a déclaré le président Mohamed Ould Abdel Aziz. Tous les efforts consentis jusqu'à présent restent largement insuffisants, a-t-il fait remarquer. C'est pourquoi, a-t-il dit, à partir de cette tribune, je lance un appel pressant à la communauté internationale pour œuvrer à rendre disponible
les vaccins nécessaires pour le traitement des personnes affectées par la maladie et le renforcement de la prévention et intensifier l'investissement dans les recherches scientifiques liées à ce genre de virus, a souligné le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Abdelaziz. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies ont été ouverts ce mercredi à New York en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Abdelaziz, aux côtés de plusieurs chefs d'État et présidents d'organisations internationales et régionales. Ouvrant les travaux de la session, le ministre ougandais des Affaires étrangères dans le pays préside la présente session, a indiqué que le monde est devant une opportunité historique pour mettre en place un agenda de développement pour l'après 2015. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a eu dans sa résidence à New York des entretiens avec le président tunisien Monsieur Monsif El-Marzouki. L'entrevue s'est déroulée en présence de M. Ahmed Oulbaï, directeur de cabinet du président de la République, et de M. El-Mounji El-Hamidi, ministre tunisien des Affaires étrangères, et Khaled El-Khiyari, représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies. Le président de la République, président de l'Union africaine, a prononcé hier après-midi à New York un discours devant le sommet sur le changement climatique. Dans ce discours, le chef de l'État a sonné l'alarme sur les graves dangers que font peser les changements climatiques sur le présent et l'avenir de la vie sur notre planète. Discours intégral avec Mohamed Emile Bakar. Il m'est agréable de féliciter Leur Excellence, M. François Hollande et M. Ollanta Humala pour la coprésidence de notre actuel sommet sur lequel tous les peuples du monde fondent de grands espoirs pour faire face aux dangers des changements climatiques et garantir à l'humanité un avenir radieux. Je voudrais également remercier vivement son Excellence, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour son initiative de tenir ce sommet et pour ses efforts inlassables en faveur de la protection de l'environnement et d'une meilleure prise de conscience internationale sur les graves dangers que font peser les changements climatiques sur le présent et l'avenir de la vie sur notre planète. La tenue de ce sommet intervient dans un contexte marqué par une aggravation des effets des changements climatiques qui se produisent avec un rythme inquiétant et qui se manifeste notamment par une détérioration de la couche d'ozone, une augmentation sans précédent de la température en plus des inondations, de l'élévation du niveau de la mer, du déclin de la biodiversité et de la propagation des maladies contagieuses à travers le monde. Il en résulte des impacts négatifs sur la santé, la sécurité alimentaire, le développement économique. Ce sommet constitue pour les dirigeants du monde une précieuse opportunité pour examiner les différents défis environnementaux et prendre des décisions appropriées pour faire face aux dangers consécutifs au changement climatique qui menacent le monde. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, si les changements climatiques sont un phénomène global qui n'épargne aucune région du monde, les pays africains dont la majorité des populations vit essentiellement des ressources naturelles, particulièrement de l'agriculture, l'élevage et la pêche, sont les plus touchés par les effets de ces changements climatiques. 36 États africains figurent parmi les 50 pays du monde les plus affectés par ce phénomène. Les bouleversements climatiques, la dégradation des terres, la régression de la biodiversité, la pollution marine et l'augmentation des déchets sont autant de facteurs qui menacent le continent africain et entravent son développement. De même, la désertification, la sécheresse et la baisse des cours d'eau détruisent chaque année de grandes parties des terres arables en Afrique, de manière générale et des pays sahéliens en particulier. Ces facteurs hypothèquent aussi les efforts entrepris en faveur du développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage en vue de réaliser l'autosuffisance alimentaire. Les effets des changements climatiques ne se limitent pas à ce stade. Ils influent aussi sur les conditions de vie des populations africaines en occasionnant des pertes économiques considérables pour les pays du continent, et ce au moment où la responsabilité de ces pays dans l'émission des gaz à effet de serre reste très limitée. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, convaincus du danger que représente le changement climatique pour le présent et l'avenir de leur pays et conscients de leurs responsabilités dans ce domaine, les États africains réaffirment leur ferme détermination à honorer leurs engagements issus de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et du plan d'action de Johannesburg pour le développement durable ainsi que du document final de la conférence de Rio +20 et du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD.
C'est ainsi que les États africains ont œuvré à la mise en œuvre de l'ensemble des initiatives relatives au changement climatique, à l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. Ils ont intégré les stratégies d'adaptation au changement climatique dans leur politique nationale de développement, tout comme ils ont adopté une position africaine commune sur l'agenda de développement post-2015-2063 arrêté lors du dernier sommet de Malabo. Au moment où nous renouvelons au niveau de l'Union africaine notre détermination à œuvrer à faire face de façon efficace aux dangers du changement climatique, nous appelons tous les pays, en particulier les plus développés, à réduire les émissions de gaz à effet de serre au respect de leurs engagements en matière de mobilisation des financements nécessaires en faveur du Fonds vert sur l'environnement, du transfert des technologies respectueuses de l'environnement et de la contribution au développement des capacités de prévention et de réaction aux catastrophes pour en limiter les conséquences néfastes pour les populations, en particulier les franges qui vivent dans des conditions économiques précaires. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, les préoccupations de la République islamique de Mauritanie et les aspirations africaines en matière de lutte contre les effets des changements climatiques se recoupent parfaitement bien. Le climat saharien qui couvre les 3/4 du territoire mauritanien et les facteurs de la sécheresse et de la désertification grandissante rendent la Mauritanie très vulnérable au changement climatique qui représente une réelle menace pour le développement du pays. C'est pourquoi le gouvernement mauritanien a placé la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification au centre de ses préoccupations en introduisant le principe de la gouvernance environnementale dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté qui constitue la référence principale des politiques économiques et sociales de l'État à moyen et long terme. La consécration du principe de la gouvernance environnementale s'est renforcée pour englober de nombreux domaines vitaux, dont principalement la maîtrise de l'énergie, la protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification. Les politiques d'incitation et de promotion des énergies alternatives ont permis à la Mauritanie de figurer au premier rang des pays africains producteurs des énergies renouvelables, tirant ainsi profit de sa position géographique qui lui confère un niveau de rayonnement solaire élevé. S'agissant de la biodiversité, les autorités mauritaniennes ont assuré la protection des espèces végétales, animales menacées de disparition, tout comme elles ont préservé le littoral qui s'étend sur 750 km de long de l'océan Atlantique. C'est ainsi qu'elles ont institué les 2 réserves naturelles protégées d'intérêt mondial, le parc du Banderguin et celui de Djaouling. Ces 2 réserves constituent une destination privilégiée pour des milliers d'oiseaux migrateurs et d'un grand nombre d'espèces diverses marines et continentales. La Mauritanie, qui entreprend des efforts nationaux appréciables dans le domaine de la plantation des arbres et de la protection des villes contre l'ensablement, héberge aussi le siège de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui vise, outre son rôle de barrière à l'avancée de la désertification et de l'ensablement, l'accroissement des superficies boisées pour participer à la création de puits de carbone et d'aider ainsi à augmenter le potentiel de séquestration dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce projet de muraille verte, qui s'étend sur 11 pays africains, du Sénégal à Djibouti, est donc d'une importance capitale et sa réussite aura un impact largement positif sur l'environnement et des retombées économiques considérables pour les populations des pays concernés. C'est pourquoi la mobilisation des partenaires de l'Afrique pour soutenir ce projet est nécessaire. La réussite de l'ensemble des stratégies nationales et régionales requiert d'énormes investissements et financements que les pays africains ne sauraient mobiliser sans l'appui des pays industrialisés qui disposent de la technologie et de l'expertise nécessaires. Messieurs les Présidents, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que ce sommet nous permettra de franchir une étape décisive dans la mobilisation en faveur de la conclusion en 2015 à Paris d'un accord historique accepté par tous les pays en vue de faire face aux effets des changements climatiques. Cet accord est indispensable. Nous avons tous la responsabilité d'aboutir à cet accord sur l'objectif que la communauté internationale s'est fixé de contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Oui, nous le pouvons et je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant en direction du Fonds pour l'adaptation créé en vertu du protocole de Kyoto pour venir en aide aux pays africains partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, particulièrement exposés aux effets néfastes du dérèglement climatique afin de leur permettre de supporter les coûts de l'adaptation et de développer une réelle capacité de résilience à la variabilité croissante du climat. Enfin, je ne saurais terminer sans souhaiter plein succès aux travaux de notre sommet. Je vous remercie.
Les travaux de la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'approbation des instruments juridiques de l'Union africaine ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre, qui coïncide avec le 10e anniversaire du Parlement panafricain, aura à examiner et à débattre 2 jours durant des principales questions qui menacent la bonne gouvernance et la démocratie au niveau du continent. Le point avec Abdelrahman Hamad. Cette réunion parlementaire régionale tenue aujourd'hui à Nouakchott se focalise sur la promotion, la ratification et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine. Objectif, sensibiliser et renforcer les capacités au niveau des parlements dans les régions de l'Afrique du Nord et du Centre sur la nécessité de ratifier et de s'approprier les instruments qui constituent la base de l'architecture africaine de la gouvernance. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Bouril, a indiqué que cette réunion constitue pour les pays du centre et du nord de l'Afrique une étape décisive devant jeter les jalons de l'édification d'une Afrique plus solide, plus unie politiquement, où règne la sécurité, la paix, la bonne gouvernance, le respect des lois, des droits de l'homme, de la justice avec une forte identité culturelle. Les projets de notes conceptuelles élaborés par les parlements panafricains détaillent les objectifs stratégiques du Parlement et les résultats attendus de la présente réunion. Ce forum doit donc commencer par faire le point de l'état de la ratification, de l'internalisation et de la mise en œuvre des instruments juridiques de l'Union africaine dans les régions de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Nord, afin d'identifier les obstacles et envisager ce que nous pouvons faire dans le cadre de notre mandat de législateur pour faciliter leur mise en œuvre. La rencontre, qui dure 3 jours, a vu la participation de plus de 250 participants, dont plus de 80 parlementaires africains qui examineront les principales questions qui menacent la bonne gouvernance et la démocratie à l'échelle du continent. Bon, je pense que d'abord, on va rencontrer nos frères africains, on va échanger plusieurs points de vue que nous avons sur le thème que nous abordons aujourd'hui. Et je pense que c'est surtout, moi, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on va surtout améliorer ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, qui est un des rôles très importants, majeurs à mon avis, du parlementaire en soi. Je suis l'honorable François Boko Nawipa Bozali, de la République démocratique du Congo. Je suis président de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale de mon pays. Et par rapport à l'événement de ce jour, c'est une bonne initiative qui permet à ce que l'Afrique puisse se doter des instruments qui peuvent lui permettre de renforcer, de consolider la démocratie et l'état de droit. Dans la première journée de cette rencontre, les participants ont suivi des exposés portant dans leur ensemble sur le protocole révisé au traité instituant la communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et le rôle des parlements nationaux dans le processus de ratification, l'architecture africaine de gouvernance, la plateforme africaine de gouvernance ou encore le rôle du Parlement panafricain conformément au protocole révisé. La ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, a visité aujourd'hui la direction de l'élevage à Nouakchott. La ministre s'est rendue dans tous les services de la direction et a entendu des explications détaillées sur le fonctionnement des 10 services. Boubacar Ndiaye. La ministre de l'Élevage poursuit ses prises de contact ce matin. Elle était à la direction de l'élevage après s'être rendue dans tous les services de la direction et entendu des explications sur leurs prérogatives. Dr Fatima Habib a tenu une réunion avec les responsables de la direction de l'élevage. Pour la circonstance, la ministre de l'Élevage a notamment insisté sur l'importance accordée au département de l'élevage par le président de la République, tout comme elle a exhorté les médecins vétérinaires à multiplier leurs efforts pour rehausser le niveau de productivité du secteur de l'élevage. Le département de l'élevage, a rappelé Dr Fatima Habib à la fin de sa visite, a connu ces 5 dernières années d'importantes réalisations, mais il reste encore beaucoup à faire pour développer le secteur de l'élevage et consolider les acquis. Cela ne peut se faire qu'avec la conjugaison des efforts de tous. Les défis sont nombreux et ils doivent être levés pour assurer un développement complémentaire au niveau des richesses animales, a conclu la ministre de l'Élevage.
Dans les jours à venir, la direction de l'élevage va lancer une campagne de vaccination destinée à mieux protéger nos ressources animales. Autre visite, celle du ministre de l'Équipement et du Transport qui a eu lieu hier dans la wilaya de l'Adrar. Sur place, le ministre a visité la route reliant Attar à Zouerat et Attar à Tijikja. Aminata Khan vous fait le compte-rendu de la visite du ministre sur le tronçon Attar-Tijikja. Longue de 100 km, la route Attar-Tijikja est en plein travaux. Cette route figure parmi les projets routiers entrepris par les pouvoirs publics pour désenclaver et rendre fluide le trafic pour les populations qui y vivent. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué une visite d'information sur le terrain. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications et a pu constater l'état d'avancement des travaux. Dans une déclaration, M. Issilkou Ahmed Izidbi, ministre de l'Équipement et des Transports, a déclaré qu'il a visité le tronçon Kshir Torshan et Choum et le tronçon 112 d'Attar Tijikja, affirmant que le volume du travail est impressionnant et extraordinaire par le dynamisme qui règne sur le terrain. Le ministre de l'Équipement et des Transports a ensuite indiqué qu'un léger retard a été constaté et que pour pallier aux obstacles qui entravent le bon déroulement du travail, il a échangé avec les sociétés qui exécutent le travail ainsi que les équipes de contrôle. Le désenclavement des villes de l'intérieur du pays est un atout majeur pour leur émergence. Autour à Nouakchott, où l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite dans la capitale a organisé une réception à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume. La ministre déléguée chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Hendoum Taïnina, accompagnée de plusieurs directeurs au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, en plus de certains de ses proches collaborateurs, ont assisté à cette cérémonie. Un film documentaire relatant les réalisations accomplies dans le royaume par le gardien des lieux saints, le roi Abdallah Ben Abdelaziz, a été projeté à cette occasion. Direction l'Arabie Saoudite, où tous les contingents de nos pèlerins sont arrivés à Médine. Nos pèlerins qui accomplissent le 5e pilier de l'islam se trouvent en ce moment dans leurs différents lieux d'hébergement et sont dans de bonnes conditions. Et dans le cadre du projet national intégré du secteur de l'hydraulique dans le milieu rural, le secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'une étude sur la stratégie nationale intégrée par la mobilisation et la gestion des ressources hydrauliques à l'horizon 2030. Adama Abdouba. On tend vers une synergie des actions au niveau du secteur de l'eau. Les acteurs au niveau de ce secteur, la société civile et autres intervenants se sont réunis en vue d'harmoniser leurs positions. C'est dans ce cadre qu'ils se sont mis autour d'une table en vue de mettre en place une stratégie nationale intégrée pour la mobilisation des ressources hydrauliques à l'horizon 2030. Ce qui permettra à tous les Mauritaniens et plus particulièrement ceux qui vivent dans le monde rural d'être pourvus en eau en quantité et en qualité. Ces rencontres organisées par la direction de l'hydraulique en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Abderrahman Ould Mohamed. Il a indiqué que l'accès à l'eau constitue un objectif principal pour le département de l'hydraulique et de l'assainissement. Cela, dit-il, est en rapport avec l'importance de ces ressources pour la croissance de l'être, la vie de l'homme, tout court. Cette étude permettra de mieux appréhender cette question. Cette stratégie va prendre en compte l'ensemble des ressources en eau, qu'elles soient superficielles, souterraines, qu'elles soient d'usage pour l'alimentation des populations ou agricole ou pastorale. Elle traitera aussi un aspect important qui est la coordination des différents intervenants. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'intervenants et qui ne se concertent pas sur les travaux. Souvent cela entraîne du gaspillage énorme dans les ressources, des chevauchements dans les travaux.
La cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire adjoint aux droits de l'homme, des représentants de l'OMVS et de l'Association des maires de Mauritanie. On ne le dira jamais assez, l'eau plus qu'une ressource constitue une denrée rare, d'où la nécessité de l'utiliser avec modération. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz, déclare que l'Afrique aspire à occuper la place qui lui sied sur la scène internationale. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies ont débuté ce mercredi à New York en présence du président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'approbation des instruments juridiques de l'Union africaine. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.